êtes bien dans le 18-19. Mon invité, c'est le général Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées. Bonsoir, général. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous publiez pour le succès des armes de la France chez Fayard. Juste rappelez-nous pourquoi cette formule. Parce que cette formule, c'est celle qui est prononcée lors de chaque passation de commandement, quand quelqu'un prend un commandement, depuis le grade de capitaine jusqu'à général. La formule se termine pour le succès des armes de la France, et c'est cette formule que j'utilisais souvent pour terminer moi-même mes interventions quand j'étais chef d'état-major des armées. Et on va voir que dans votre livre, on voit que ce succès des armes de la France n'est pas évident. Vous publiez donc ce livre qui n'est pas très épais, c'est votre 5e livre, mais à chaque fois, vous ne manquez pas votre cible. En tous les cas, c'est ça qui en ressort. Première question, je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'actualité, on voit sur l'accord du Mercosur, on voit que l'Europe a envie de signer, la France n'a pas envie de signer. Sur l'industrie automobile, finalement, il y a un assouplissement de l'Union européenne, mais parce que les Allemands ont fait le forcing sur le plan de l'énergie nucléaire, on voit que la France a du mal à imposer sa voix. Est-ce que de manière générale, vous diriez que un peu la faiblesse de notre puissance économique fait que la France, la voix de la France est affaiblie en ce moment et qu'on peut retrouver cet affaiblissement dans la défense française? Oui, la voix de la France est affaiblie quand on voit notre situation financière déjà avec 3 500 milliards de dettes et 115% du PIB. Les spécialistes m'avaient expliqué il y a quelques années qu'au-delà de 100%, c'était gravissime. Quand vous voyez la situation économique avec nos entreprises, avec le poids des charges obligatoires sur nos entreprises, c'est incroyable. Je suis moi-même chef d'entreprise maintenant et je m'en rends pleinement compte. On ne peut pas dire que ça encourage l'initiative et la créativité. Quand vous voyez la France et l'Europe abandonnées par les États-Unis au plan stratégique, nous en reparlerons peut-être. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais à la fois, le génie français existe toujours. Je me déplace toutes les semaines. Je vois des entreprises partout dans toute la France. Et nous avons une qualité d'ingénieurs, de managers dans nos entreprises exceptionnelle. Alors vous faites très attention, on le voit, et on ne va pas parler de politique ici, général Pierre de Villiers, mais on voit bien que vous parlez de puissance économique, financière. Mais est-ce que finalement, quand même, ce qui manque à la France, c'est peut-être un leadership, quel que soit le domaine? Alors ce qui manque, c'est... Il y a une puissance. Ce qui manque, c'est plusieurs choses, peut-être. D'abord, une vision. Les chefs d'entreprise savent ça. On ne peut pas avancer sans vision. Ensuite, il faut une stratégie pour mettre en œuvre cette vision. Et ensuite, il faut une autorité et un leadership pour être crédible. C'est ce qui manque? C'est ce qui manque, évidemment. Aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est creusé entre les dirigeants et les citoyens. Ce fossé est de plus en plus profond. Il se manifeste lors des élections avec l'abstention, mais surtout les votes de protestation qui grandissent chaque jour. Et il faut dire que le spectacle politique auquel nous assistons est quand même très affligeant. Et est-ce que vous êtes rassuré lorsque vous voyez les années à venir, ou au contraire, vous êtes de plus en plus inquiet? Je suis pas vraiment rassuré, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Ce n'était pas mon intention initiale. Mais je garde l'espérance parce que je reste persuadé que la France a des ressources. Aujourd'hui, les Français commencent à avoir peur. La peur fait réagir. Il manque le courage fait décider. Et ensuite, c'est le sursaut qui nous fera gagner. Oui, mais voilà il faut des hommes que je décris dans mon livre. Oui, mais il faut avoir des hommes, des leaders, parce que vous y faites tout le temps allusion. Même vous dites à un moment, c'est simple, vous avez même une phrase, lorsque vous parlez du football, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup le football, vous dites, attendez, quand le football, l'équipe ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On change l'équipe, on change les dirigeants, on change même la structure. C'est vous qui l'écrivez, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais tout à fait, il n'est de richesse que d'hommes. Oui. Ça, je crois que les organisations ne valent que par les hommes. Et incontestablement, la France a les hommes. Et dans l'histoire de France... La France a les hommes. Oui, bien sûr. La France a les hommes. Mais peut-être que ces hommes-là ne veulent plus aujourd'hui prendre des responsabilités d'ordre politique pour des raisons qui se comprennent. On le voit bien. Mais dans l'histoire de France, la France s'est toujours redressée. C'est la rencontre entre des circonstances et des hommes. Oui, espérons que vous avez raison.
on va revenir sur votre terrain, sur le terrain militaire, le terrain de la défense. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté allemand versus côté français, avec toutes les difficultés autour du vote du budget de l'État, du PLF, est-ce qu'il va être voté ou pas, est-ce que le budget militaire va être voté ou pas. C'est pour la première fois en 2026, pour la première fois, le budget allemand de la défense sera quasiment 2 fois plus élevé que son équivalent français. L'investissement total sera de presque 110 milliards d'euros. Ça fait un peu froid dans le dos, c'est inquiétant ou c'est rassurant ? Écoutez, c'est une bonne chose que les pays européens réarment. Ça, je ne peux que m'en réjouir. Après, il faut que la France en tire les conséquences. On ne peut pas rester avec ce faux réarmement que nous affichons. Puisque depuis que j'ai... Un faux réarmement. Bien sûr, mais oui. Nous sommes passés de 32 milliards à 50 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 50 milliards. Ouais. Donc nous avons gagné 18 milliards. Sur les 18 milliards, il y a 8 milliards de report de charges. Donc ça, c'est les entreprises qui n'ont pas été payées à hauteur de 8 milliards. Et ensuite, vous enlevez l'inflation. Il ne vous reste plus grand-chose. Quand vous enlevez à peu près 1 milliard par an donné à l'Ukraine, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut afficher la réalité. La vérité, c'est ça que moi j'appelle de mes voeux. Alors, je pense que d'ici 2035, il faut un effort sur 10 ans à 5 milliards par an. Parce qu'au-delà de 5 milliards, on aura des difficultés pour les dépenser avec notre industrie qui ne pourra pas suivre. 5 milliards par an, ça fait quoi ? Ça fait 50 milliards au mieux sur 10 ans. Oui. Mais quand vous regardez l'effort allemand, on n'est pas du tout à la hauteur. Alors, ça fait un modèle à 100 milliards. C'est déjà bien, parce qu'à 100 milliards, vous pouvez quand même augmenter le nombre de matériel majeur et garder la cohérence du modèle. Oui, mais dans 10 ans. Oui, mais les Allemands vont avoir une difficulté, c'est que les Allemands, dans leur loi fondamentale, ne peuvent pas faire la guerre. Donc il va falloir qu'ils changent leur loi fondamentale. Ensuite, ils ont perdu cette culture de l'opération. Et une culture, ça ne se change pas en quelques années ou avec des euros. Ça ne suffira pas. Il faudra qu'ils réapprennent le métier militaire opérationnel. Et ça, c'est pas que du défilé. Oui, mais attendez, si moi j'ai bien lu votre livre attentivement, vous dites, c'est vous-même qui le dites, mais l'armée française, elle est faite pour des opérations extérieures, elle n'est pas faite pour faire la guerre. Exactement. Donc nous aussi, on a un problème de culture, comme vous dites. Non. Ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème de moyens. Il nous manque la capacité à durer. La guerre, c'est dur. On le voit avec les consommations de munitions en Ukraine. Nous n'y sommes plus du tout. Nous avons détruit toutes nos usines de munitions, notamment à l'époque de la Revue générale des politiques publiques, où je rappelle, entre 2010 et 2016, en 6 ans, nous avons supprimé près de 50 000 postes, soit 25% des effectifs. Mais nous sommes capables de faire la guerre, mais des opérations de guerre, parce que nous n'avons pas la capacité et l'épaisseur. Il nous faut plus d'effectifs, il nous faut plus d'équipements, il nous faut évidemment plus de munitions, de logistique, de pièces de rechange. Oui, il faut tout, j'ai envie de dire. On va revenir là-dessus. Juste encore un point sur l'Allemagne, qui n'attend pas la France. Berlin vient d'autoriser, c'était il y a quelques heures, le développement d'un nouveau char de combat. J'imagine que vous avez regardé ça en comparaison avec Rheinmetall et KNDS. Ça veut dire qu'un nouveau char, en attendant le char qu'on doit construire avec les Français, mais ça c'est dans 20 ans, ils ne nous attendent pas, quoi. Ils y vont sans nous. Oui, c'est l'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons. On veut construire une Europe fédérale, sans le dire, en fusionnant les armées françaises, avec cette expression totalement impropre d'armée européenne, alors que ce qui marche, évidemment, c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est une coopération européenne de défense, avec des projets concrets, interétatiques, à géométrie variable. Et c'est vrai que le grand risque, c'est que les Allemands ne nous attendent pas. Mais attendez, ça marche pas sur le char, ça marche pas sur le SCAF, sur l'avion militaire, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, c'est bien mon constat et je le regrette, parce que la coopération européenne est nécessaire, à la condition qu'elle soit plus efficace au plan opérationnel, que ce soit moins cher, évidemment, et que ça ne détruise pas nos industries réciproques. Mais ça veut dire que la France n'a plus tellement, c'est presque ma première question, n'a plus les moyens, la force d'imposer un peu sa vision stratégique. Ben, la France a encore la meilleure armée en Europe au plan opérationnel. Le but d'une armée, c'est quand même les opérations.
Et ça, c'est encore le cas. Nous avons une belle armée aujourd'hui avec des soldats, marins, aviateurs. Je n'en doute absolument pas qu'ils iraient jusqu'au sacrifice suprême si c'était nécessaire, y compris sans avoir les moyens. Mais c'est quand même l'honneur de notre pays de leur donner les moyens nécessaires à l'exécution des missions. Et la guerre, c'est dur. Je rappelle un chiffre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journées en Ukraine où il y a 1000 morts. 1000 morts. C'est une boucherie, la guerre moderne. On le voit bien avec les nuages de drones et toutes ces révolutions technologiques auxquelles nous avons assisté. Je reviendrai un peu sur la question de la guerre. Est-ce qu'il faut savoir nous battre? Est-ce qu'il faut accepter l'idée de perdre ses enfants? On va revenir sur toutes ces déclarations. Juste, vous écrivez dans votre livre, « Il n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt, il peut être dramatique d'avoir raison trop tard ». Vous aviez raison, vous estimez? Est-ce qu'il est trop tard? Oui, ça paraît un peu orgueilleux de dire que j'avais raison en 2017, mais dans mon désaccord avec le président de la République, est apparu le désaccord budgétaire, mais le désaccord budgétaire, c'était le contenu physique qui était en désaccord, c'est-à-dire un réarmement que j'estimais beaucoup plus rapide que ce qui a été prévu et que ce qui a été fait. En réalité, on a bouché les trous. On avait laminé notre modèle de défense depuis la chute du mur de Berlin, en savourant les délices des dividendes de la paix. On n'a pas vu que les États-puissances augmentaient de 5 à 10% par an leurs armées et que le terrorisme islamiste radical était une menace durable et mondiale. Ouais. Et on est maintenant dans cette situation où on découvre que les Américains vont appliquer leur stratégie, qui n'est pas nouvelle, d'America First et d'abandon de l'Europe pour se tourner vers la Chine, leur adversaire potentiel. Donc, c'est de la myopie politique et c'est pour ça que je suis parti. Alors, il n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. Vous avez claqué la porte le 17 décembre, et ce qui me fait peur, le 17 juillet 2017. Oui, ce qui me fait peur, c'est d'avoir raison trop tard. On a déjà des expériences malheureuses quand même dans l'histoire de France. Il n'y a rien à voir entre la situation de 1870, 1914 et 1939. On est d'accord. Mais il y a un point commun dans ces trois cas. Crise économique, crise politique, crise sociale, crise financière, oui. Endettement massif, incapacité de réarmer, défaite. Dans les trois cas, ça a commencé par la défaite. Alors, j'avais dit dans cette fameuse audition parlementaire... C'est inquiétant ce que vous nous dites. Hein. J'avais dit que je ne serais pas le général Gamelin du XXIe siècle, je ne regrette pas ses propos. Et attention à ce qui va se passer désormais. Il est urgent de passer la surmultiplier, c'est l'objet de mon livre. Il faut être conscient de la gravité de la situation et changer notre braquet. On va revenir là-dessus parce que d'abord il y a ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On a l'impression que c'est un peu la paix de Trump ou rien. Vous nous direz comment vous voyez les choses. Juste dans le prologue de votre livre, vous racontez votre démission, ce qui s'est passé à l'hôtel de Brienne avec Emmanuel Macron qui dit « je suis le chef », etc. On vous voit défiler, pour ceux qui nous regardent à la télévision, ça c'était le 14 juillet. Lui venait d'être nommé. Est-ce que... Et vous avez passé 2 heures avec lui. J'ai 2 questions. La première, maintenant il y a un peu prescription. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même un peu la teneur de cette réunion? Il n'y a pas de prescription du tout. C'était maintenant... La vie va vite, ça tourne vite. Je comprends que cet entretien intéresse à la fois les journalistes et les Français, mais dans l'armée, nous avons gardé une chose, c'est le sens de la confidentialité. Oui, mais maintenant, honnêtement, il y a prescription. Donc cette conversation restera entre le président de la République et moi. Et ça me paraît tout à fait normal. Le chef des armées, son chef d'état-major. Et la deuxième question, c'est, lui venait d'être nommé, donc il avait un côté un peu tout feu, tout flamme. Vous voyez bien, on est quelques années plus tard, le président Macron est un tout petit peu moins tout feu, tout flamme. Est-ce que vous diriez que peut-être, si ce qui s'est passé, vos désaccords, si ça se passait aujourd'hui, l'issue n'aurait pas été celle-là? Ça, je ne sais pas. Le fait qu'il soit peut-être jeune, qu'il n'avait pas encore l'expérience du pouvoir? Je ne sais pas. Je pense en tout cas que j'ai pris conscience d'une chose à cette occasion, c'est que la fin du service militaire en 1995, c'est la fin de la fabrique d'une culture de défense chez nos responsables. Et à partir d'une certaine génération, et le président Macron incarne cette nouvelle génération, à part quelques heures à l'ENA ou à Sciences Po,
quelques heures. Ils n'ont plus de culture de défense et très peu de culture de relations internationales, d'histoire des relations internationales. Et donc, il est clair que les armées, sur ce plan, doivent être très vigilants à cette nouvelle situation pour, lorsqu'il y a de nouveaux responsables politiques qui s'installent, être capable de leur donner le plus vite possible le sens de cette culture de défense. C'est capital. Alors, c'est une nouvelle génération qui n'a pas cette culture. En France, les temps ont un peu changé. En France, en plus, le président de la République est le chef des armées, ce qui lui confère quand même des responsabilités majeures dans la conduite des opérations, c'est-à-dire la vie des soldats et dans la dissuasion nucléaire. Et donc, tout ceci doit être pris en compte. Après, on peut discuter. Je fais une proposition dans mon livre à propos du service militaire volontaire qui a été annoncé par le président, qui est une bonne mesure que je soutiens. On pourrait imaginer pour les grandes écoles, à l'instar de ce qui se passe pour Polytechnique, qu'il y ait un service militaire obligatoire de 10 mois, 4 mois de formation initiale militaire et ensuite quelques mois, 6 mois d'encadrement des jeunes recrues qui arriveront, ce qui permettrait à ces dirigeants d'avoir une culture de défense, de parfaire leur exercice de l'autorité, et puis peut-être d'avoir une relation personnelle avec le peuple de France, que parfois ils ignorent par leur culture personnelle, leur éducation et leurs études. Général de Villiers, est-ce que... On va parler de l'industrie de défense, mais quand même un mot, enfin un gros mot sur l'Ukraine. Comment est-ce que vous voyez la suite? Donald Trump dit on n'a jamais été aussi près de trouver un accord de paix. Il dit à Zelensky il faut trouver un accord avant Noël. On a l'impression que c'est le calendrier, c'est un, Trump qui l'impose, et deux, c'est sa paix qui l'impose, quitte à ce qu'elle soit au détriment de l'Ukraine et de l'Europe. Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes derrière. Nous ne sommes pas en pointe dans cette négociation. C'est clair. Ensuite, je pense que le président Trump a décidé que cette guerre avait trop duré et qu'il fallait instaurer la paix. Il a envie de se tourner vers la Chine, vers le Pacifique. Il veut régler le problème en Europe avant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Moi, je ne peux que me réjouir de cette paix, parce que cette guerre... Oui, mais à quel prix, mon général? Cette guerre est inepte. Nous allons probablement avoir un choix à faire entre la justice, car il y a un agresseur et il y a des agressés, et peut-être que cette paix ne sera pas totalement injuste, et la paix. Et entre la paix et la justice, moi je pense qu'il faudra choisir la paix. Il y a 2 points d'attention particuliers pour cette paix. Même s'il est injuste. Ben, bien ça veut donc dire perte de territoire. Mais elle sera nécessairement un peu injuste pour l'Ukraine. On y va tout droit. On voit bien que beaucoup d'experts se sont trompés. Cette guerre était sans solution militaire. On ne pouvait pas, les Ukrainiens ne pouvaient pas la gagner. C'est ce que j'ai dit il y a 3 ans, et j'ai été accusé d'être un munichois russophile. Alors qu'on aurait arrêté il y a 3 ans, on n'en serait pas là. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Et ça ne peut que mal tourner encore un peu plus. Il est temps d'arrêter. Et encore une fois, il y a 2 aspects importants sur lesquels il faut être vigilant. Et je le sais que les diplomates le sont actuellement, mais il faudra être ferme. C'est la gestion des territoires et les forces de garantie, pour que ça ne recommence pas. Et sur les forces de garantie, il est inutile d'imaginer de mettre des troupes de l'OTAN en Ukraine. C'est le chiffon rouge pour la Russie. C'est pour ça qu'ils ont fait cette guerre. Je voudrais qu'on parle d'industrie de défense, Général de Villiers. L'industrie de défense, on voit bien qu'on a les meilleurs, on a les fleurons français sont parmi les meilleurs dans l'industrie de défense mondiale. Ça se voit dans les exportations, ça se voit dans les commandes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon affirmation? Et 2, est-ce que l'industrie de défense, elle a les moyens de réarmer la France? L'industrie de défense française, bien sûr. Oui,
nous avons la base industrielle et technologique de défense la plus forte en Europe, incontestablement. La base technologique, ça c'est important. Ouais. Et nous avons su la préserver en partie grâce à la dissuasion nucléaire, car nous avons une dissuasion nucléaire intégralement autonome, y compris au plan industriel. Alors nous avons 9 grands groupes, et puis nous avons surtout un tissu de PME exceptionnel, avec, vous l'avez vu, nous sommes dans un paysage technologique très évolutif, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, les nuages de drones, la robotisation, tout ça évolue. Et nous sommes parfaitement capables de répondre à ces évolutions. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les industriels attendent les commandes, parce qu'ils attendent que Bercy quand on leur pose la lance la procédure. Oui, ils disent, nous, on n'a toujours rien. Ils sont l'arme au pied. Et donc, il faut changer notre système. C'est le moment. Cette fameuse économie de guerre, il ne faut pas que ce soit une expression. On n'a rien changé. Oui, une expression pour médias. Hein. Souvent, vous dites dans votre livre, les journalistes, vous ne les épargnez pas. Il n'y a pas d'économie de guerre du tout. S'il y avait une économie de guerre, on fusionnerait le trilogue DGA, Délégation Générale pour l'Armement, industriel, qui fabrique, et état-major, qui donne, si vous voulez, les spécifications techniques et tactiques. On les fusionnerait, on ferait des équipes intégrées. On a su le faire au moment de l'Afghanistan pour les urgences opérationnelles. On chantait toutes les procédures. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ce qu'on a fait pour les Jeux Olympiques et Notre-Dame. C'est les 2 succès depuis 8 ans. Eh bien, il faut le faire. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on croit à une hypothèse d'une guerre. Aujourd'hui, et je le dis dans mon livre, je ne suis pas sûr que les dirigeants, les élus français croient à une hypothèse d'une guerre. Je cite ce scénario où un matin on va se réveiller, à force de chatouiller les doigts de pied des dictateurs, on se prendra un missile de croisière, il y aura 50 morts et 300 blessés. On ne sera pas capable de dire d'où il a été tiré parce que nous n'avons pas l'alerte avancée. Parce que nous n'avons pas pu la financer, tout simplement, et on ne sera pas capable d'arrêter le missile parce que nous n'avons pas de protection aérienne du type des Patriotes. Nous en avons trop peu, et en plus, une grande partie est partie en Ukraine. Donc, l'heure est grave. Il faut passer la surmultiplier, mais nous avons la qualité d'ingénieurs, la qualité d'entreprise, à la fois le tissu des PME et des grands groupes. Ils sont exceptionnels. Alors, on attend quoi? Il faut simplement les rassurer et leur donner une vision, une stratégie. Ils veulent, eux, savoir à plusieurs années s'ils s'engagent ou pas. Oui, mais il y a un point, et ce sera le dernier point. Il faut qu'on... Eux, ils font du business, ce sont des industries. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent à l'étranger. Ils vendent moins à la France, ou ils attendent les commandes de la France, non? Vous êtes d'accord? Il y a un risque. C'est exactement ça. Oui. Ils vivent par l'export et ils attendent le changement de portage stratégique de la France. Il faut passer d'une industrie de défense qui fabrique un peu pour la France et beaucoup pour l'export, à une industrie de défense qui priorise la France parce qu'il y aura des commandes, parce qu'on relance la mécanique et parce qu'on va vers une mécanique de stock. On revient à une mécanique de stock, comme à la grande époque avant la chute du mur de Berlin. Parce que sans stock, on ne gagne pas la guerre. Un mot pour conclure. Vous êtes inquiet, vous êtes... Enfin, c'est... paraît peu par rapport à... Un mot qui est un mot d'espérance. Je termine mon livre par l'espérance parce que ça rime avec France. Et je suis persuadé que nous avons les atouts, mais il manque la volonté. Et cette volonté, dans un pays qui est endetté, ça va être encore plus compliqué. Mais nous n'avons pas le choix. Le monde instable, volatile dans lequel nous sommes, nous impose un changement de portage rapide. C'est pour ça que j'écris ce livre. Je veux que les dirigeants actuels et surtout les futurs dirigeants qui seront élus dans les mois et les années qui viennent prennent en compte comme priorité la défense pour le succès des armes de la France. Et je vous ne poserai pas la question de savoir si vous êtes prêt à assumer cette fonction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Général Pierre de Villiers. Merci madame de votre accueil. Donc, ancien chef d'état-major des armées pour le succès des armes de la France, et c'est donc publié chez Fayard. Merci.